Heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Opinion. Ce dimanche, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Maître Massokhna Kane. Maître Massokhna, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard et merci de m'avoir invité. Je voudrais saluer vos téléspectateurs et rendre un vibrant hommage aux dames, surtout de Walfadjri, aux dames en général. On est toujours dans la semaine du 8 mars. Dans la semaine du 8 mars. Féliciter, encourager et prier pour les femmes, particulièrement les femmes de Walfadjri aujourd'hui, qui se battent, qui montrent vraiment qu'elles peuvent mener des actions exemplaires à l'image du mentor, à l'image de Sidi Lamine Niasse, pour qui nous ne cessons de prier. Donc c'est dans la ligne d'action de Sidi Lamine que vous, les femmes en particulier aussi, et son fils, Maître Niasse, vous êtes dans le sillage des actions de Sidi Lamine et nous vous encourageons et nous vous félicitons. Merci. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de SOS Consommateurs et avocat à la Cour, le barreau sénégalais, qui a perdu cette semaine un de ses illustres membres, Maître Ousmane Seye, décédé jeudi. Vous l'avez sans doute connu et côtoyé. Que retenez-vous de lui? Oui, le barreau a connu beaucoup d'épreuves depuis l'année dernière, avec des pertes, vraiment beaucoup de confrères qui sont partis. Le cas de Ousmane Seye, le dernier et le plus brutal de tous. Et donc, nous avons été très attristés d'apprendre son décès. Et c'est une personne qui est très riche, qui ne laisse personne indifférent. C'était un grand avocat, un homme ouvert, un homme disponible, courageux surtout dans ses prises de position qu'il assumait. Donc c'était vraiment un combattant qui est tombé. Et malgré toutes les facettes que nous connaissions de la personne, hier, à l'occasion de la levée du corps qui a été effectué à l'hôpital principal, nous avons découvert d'autres aspects de sa personnalité avec sa famille, notamment son grand frère, son fils aîné, ses amis d'enfance, et qui ont révélé des pans extraordinaires de la personnalité de Ousmane Seye. Et donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accueille au paradis. C'est un homme d'une grande générosité, d'une grande utilité. C'est une perte pour le barreau, mais c'est une perte aussi pour le Sénégal tout entier. Ousmane Seye était également militant des droits de l'homme, pour avoir été membre de l'ONDH. Oui, il était en quelque sorte un défenseur des consommateurs aussi. Voilà, un défenseur des droits humains, parce que c'est ce que nous faisons tous. Nous, c'est les droits économiques. Donc, effectivement, c'était un grand défenseur des droits de l'homme. C'était quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice. Et c'était vraiment un combattant dans tout le sens du terme. Voilà. Ousmane Seye donc qui quitte la scène au moment où la machine judiciaire tourne à plein régime. Deux cas ont particulièrement retenu l'attention cette semaine, les affaires dites Cheikh Hadjibou Soumaré et Pape Ndiaye. Le premier du nom de cet ancien Premier ministre placé sous contrôle judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles après une nuit de garde à vue pour avoir interpellé le président de la République sous forme de questionnement à travers une lettre ouverte sur l'argent estimé à près de 8 milliards de francs CFA qu'il aurait remis à Marine Le Pen, de l'extrême droite, leader de l'extrême droite en France. Cette affaire Hadjibou Soumaré, en est-elle une selon vous? Oui, c'en est une, mais une affaire politique, comme les autres. Même le grand journaliste Pape Ndiaye,
que nous encourageons dans cette épreuve, est une victime de ces affaires qui n'ont rien de judiciaire. Ah bon? C'est des affaires totalement politiques. Ils ont été arrêtés par des responsables politiques, par des hommes politiques, notamment les responsables de l'État actuel, qui est en train de devenir un État policier de grande répression. Pour un oui ou un non, on peut être convoqué et mis en garde à vue, déféré et mis en prison. C'est le tout répressif? C'est le tout répressif. C'est extrêmement grave parce que on a le sentiment, on a même la conviction que on veut faire de la justice une arène politique. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas acceptable. Parce que, comme vous le savez, quand la politique entre au palais, le droit en sort par la fenêtre. Et tout à l'heure, vous avez dit que la machine judiciaire s'emballe. Non, elle ne s'emballe pas. On l'a emballée. On l'a emballée. Elle a été actionnée. On l'a actionnée. Et il ne faut pas que, justement, que nos éminents magistrats, dont l'indépendance est tout le temps mise à rude épreuve, acceptent qu'on utilise la justice comme une tribune politique pour régler des comptes avec des adversaires politiques. Est-on en train de casser de l'opposant ou bien du journaliste au Sénégal? On est en droit de le penser, au vu de ce qui se passe. Parce que pour un oui ou un non, on réprime, alors que d'autres font des déclarations parfois même plus graves. Et personne ne les inquiète. Donc il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi on s'acharne sur des gens qui, au finish, se révèlent être des adversaires politiques ou des opposants, ou en tout cas des journalistes d'une certaine indépendance, parce qu'il y en a beaucoup, depuis le cas de Adama Gaye en passant par d'autres. Donc, c'est une répression de l'opposant, une répression de ceux qui ne pensent pas dans le sens que nous voulons. Je crois que c'est indigne d'un état de droit. C'est ce que nous vivons. Et il est temps que le chef de l'État mette de l'ordre dans tout ça, parce qu'en fait, c'est lui l'acteur principal et c'est le principal responsable. Le Sénégal est-il malade de sa justice, Maître Massokhna Kane? Je dirais que, comme tous les pays sous-développés, nous avons une justice de sous-développés. C'est d'abord dans la mentalité, c'est d'abord dans les actions et donc sur les résultats, forcément. Alors, donc, nous avons pourtant d'éminents magistrats, bien formés, qui aiment le droit, mais qui subissent des pressions de toute nature. Vous savez, au Sénégal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les pressions, elles sont politiques, elles sont maraboutiques, elles sont étatiques, elles sont. Donc, juste là, la justice est pressée de toutes parts. Voilà. Donc, les magistrats doivent faire preuve de plus de capacité de résistance. C'est très difficile dans un pays comme ça. C'est très difficile. Je me souviens, il y a plus de 20 ans, un procureur qui me montrait dans son bureau une lettre qu'un marabout lui avait adressée pour lui dire mon talibé qui est un trafiquant de drogue, il faut le libérer, lui pardonner parce que c'est mon talibé. Alors donc c'est pour vous dire que les pressions sont de toutes sortes. Alors il faut des magistrats plus coriaces, plus résistants, plus indépendants, parce que l'indépendance de la magistrature c'est pas une réalité, c'est de la théorie. L'indépendance de la magistrature, tout le monde sait que le pouvoir judiciaire est tout le temps instrumentalisé. Il y a en tout cas des tentatives réelles qui réussissent parfois, parce que le cordon ombilical qu'il y a entre le parquet et le ministère de la Justice et donc de l'État, tout le monde sait ce que c'est. Pour un oui ou un non, le parquet peut recevoir des instructions de sa hiérarchie pour poursuivre des gens qui normalement ne devaient pas être poursuivis s'ils n'étaient pas des adversaires. Donc ça, on le voit tous les jours. Doit-il en être le cas encore aujourd'hui
Ça fait depuis longtemps, on a fait le constat, mais qu'avons-nous fait pour changer les choses? Vous savez, vous avez vu qu'il y a des magistrats qui sont des têtes fortes, qu'on déplace, qu'on enlève de certains postes de responsabilité, parce que c'est des gens qui sont des résistants, qui sont des empêcheurs de tourner en rond. Ça, on le voit, tout le monde le sait. Donc, et on met à la place peut-être des personnes qui peuvent accepter plus facilement des ordres. Donc c'est ça qu'on voit et c'est déplorable, c'est regrettable. Et plus on dure dans la justice comme nous, plus on se rend compte que c'est une réalité. Est-ce l'appréciation que vous allez faire de ces mouvements notés dernièrement au sein de la magistrature au Sénégal? Oui, c'est une lecture qu'on peut avoir de ces mouvements et que nous, les anciens, nous avons souvent. Parce que quand il y a des mesures comme ça qui arrivent dans ces circonstances, dans un contexte très marqué politiquement, qu'il y ait certains déplacements importants dans la hiérarchie, dans les postes névralgiques, on ne peut pas ne pas penser que il faut déplacer X ou Y parce qu'on ne peut pas lui faire telle ou telle chose. Ça, c'est une réalité. Et je salue ces magistrats qui sont très courageux. Qui restent encore debout, oui, malgré qui sont tout. Indépendants, il en existe encore. Qui le montrent et le démontrent à travers des choses comme ça. Donc, les postes de déplacement qu'on le fait, ce n'est pas des sanctions. Au contraire, moi je considère que c'est de la promotion. Parce que c'est reconnaître implicitement que ces magistrats sont des indépendants qui empêchent de faire certaines choses. Voilà. Donc c'est important. Vous faites partie du collectif d'avocats qui vont défendre Ousmane Sonko le 16 prochain dans l'affaire qui l'oppose à Mame Mbaye Niang. On ne vous demande pas de plaider le dossier sur ce plateau, mais le 16, pensez-vous que votre client sera... Je fais partie de ceux qui le défendent. Va repartir comme il était venu? Pas de ceux qui vont le défendre, de ceux qui le défendent. Parce que la défense, c'est en permanence. Ce que je peux dire, c'est que on cherche manifestement à l'éliminer des compétitions futures, des compétitions politiques. Ah oui, et vous formez sur quoi? Même les oiseaux qui volent autour du Sénégal savent que c'est ça, c'est le but recherché. Il faut l'éliminer. Il faut le rendre inéligible. Donc c'est ce qui est recherché. C'est à peine à voiler parce qu'il y a des responsables politiques qui le déclarent ou qui font des déclarations très explicites sur cela. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire, comme l'affaire Adji Sarr, c'est vraiment de très mauvaises occasions qui ne peuvent pas prospérer. Ce qui est certain, c'est que le 16, Inch'Allah, si cette affaire est retenue, ça ne sera pas facile pour les accusateurs. Ah oui, et pourquoi? Ce sera très, très compliqué pour eux. Parce que c'est insoutenable. C'est insoutenable. Il faut qu'ils cherchent autre chose. Mais ils ne peuvent pas le neutraliser à travers des affaires bidons comme ça, des affaires où le parquet se précipite pour poursuivre, alors que habituellement, ce n'est pas son rôle dans ce genre d'affaires. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Oui. Alors, nous allons progresser un peu pour parler du loyer. Et là, vous serez encore une fois dans votre élément, Maître Massokhna Kane. Le 1er mars dernier, la baisse du coût du loyer est effective, en tout cas, théoriquement. Alors, sur le terrain, d'après ce que vous constatez avec vos différents services, est-ce que, en dehors de la théorie, dans la pratique également, cette baisse-là a eu lieu ou pas? Alors, cette baisse est entrée en application, puisque ça a été publié au journal officiel, donc à partir du 1er mars. Donc, elle est entrée en application. Est-ce qu'elle est effectivement appliquée? Ça, c'est sur le terrain qu'on le verra. Pour le moment, j'ai entendu dire qu'il y a déjà plus de 400 plaintes. Je pense qu'on a précisé hier en disant que c'est de la saisine, c'est des saisines. Plus de 400 saisines, dont, je crois, 18% de plaintes. Le reste, c'est des demandes d'information. C'est déjà une bonne chose. Donc, je pense que ça va se faire progressivement, mais en tout état de cause, je pense que cette solution, on verra ce que ça va donner.
Mais nous ne sommes absolument pas optimistes Ah, et pourquoi? quant à l'applicabilité de ces mesures-là. On verra, mais c'est peut-être prématuré de dire ça, mais je ne pense pas qu'on soit sur le bon chemin. Et qu'est-ce qui fonde votre pessimisme? Mais ça, je l'ai déclaré depuis longtemps. Moi, je n'ai pas le même avis, je suis un praticien. Depuis les concertations, nous avons dit que le chemin qui est pris ne doit pas être la bonne. Et ça, avec le temps, espérons, comme je l'ai dit au président Momar Ndao, je ne l'ai pas félicité, mais j'ai prié pour lui, pour qu'il réussisse, en disant, pour qu'il réussisse et qu'il ait raison sur ceux qui, comme moi, n'étaient pas d'accord sur la mise en place de cette structure-là, qui avait été agitée en 2012, qu'on vient de mettre en application. Ben, j'espère que nous aurons tort sur lui, et c'est pourquoi nous prions pour qu'il réussisse. Moi, j'ai pris la décision de ne plus parler de cette commission depuis qu'il a été nommé, parce qu'il faut qu'on le mette à l'aise. La Commission nationale de régulation des loyers, des baux à usage d'habitation. Voilà, il faut qu'on le mette à l'aise, qu'on lui permette de dérouler et lui souhaiter une réussite. Parce que s'il réussit, ce sera au bénéfice de toutes les populations. Oui, mais le choix d'ailleurs porté sur Momar Ndao est contesté, surtout par les bailleurs, parce qu'ils disent qu'on ne peut pas être juge et partie. Il est là pour défendre les consommateurs, donc il ne peut pas arbitrer ces différents bailleurs locataires. Il ne faut pas présumer. Est-ce un argument que vous entendez? Il faut pas. J'ai entendu ça, mais je ne suis pas d'accord avec cette position. Ce n'est pas incompatible. Les deux charges qu'il a, ce n'est pas incompatible. D'autant plus qu'il y a d'autres responsables de son association qui sont là. Donc on verra à l'exercice de la fonction comment il va se débrouiller. En tout cas, nous lui souhaitons de réussir. Et nous avons décidé de ne plus parler de cette commission-là tant que lui est là, à la tête de cette commission. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'air de le combattre. Du service camarade, là? Non. C'est-à-dire, d'abord, il faut le mettre à l'aise. Je veux le mettre à l'aise. Les arguments que j'avais développés, je les ai développés. Si vous faites du VAR chez vos confrères et peut-être chez vous, vous verrez que nous avons des arguments contre ça. Mais nous ne voulons plus parler de ça pour le moment. Nous voulons simplement qu'il réussisse. Donc, nous le mettons à l'aise et il faut que les populations aussi suivent tout ce qu'il dit et puis qu'on le juge au résultat. Mais qu'il n'y ait pas de préjugés défavorables sur ce qu'il peut faire ou ce qu'il va faire. Pourquoi la question du loyer est devenue une gageure pour le gouvernement? Parce que c'est un gros problème pour les populations. Gros problème, ça ne date pas de maintenant. Depuis 2010, il y a eu la commission de feu Iba Der Thiam qui avait été mise en place, commission parlementaire, qui a travaillé. Ça aboutit à la loi de 2014 qui avait opéré des réductions, malgré tout ce qu'il y avait comme arsenal juridique qui existait. On a fait l'évaluation, il y a eu 2 ateliers, une en 2014 et une autre en 2016, sur l'application de ces mesures, mais il n'y avait pas que cette mesure. Il y avait 18 autres mesures qu'il fallait mettre en jeu pour pouvoir réussir cette politique. Jusqu'à présent, il y a eu d'autres décisions. Il y a eu la loi d'orientation du gouvernement sur le loyer, sur l'habitat social en général. Il y a eu le plan PSE qui avait prévu 100 000 logements sociaux avec près de 400 000 emplois qui devaient découler de ça. Au début, on avait dit 100 000 logements sur 10 ans. Et ensuite, quand on a mis la loi d'orientation, on a prévu les 100 000 logements sur 5 ans. Sur 5 ans. 2019-2024. Je pense que avec les missions qui avaient été données au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, on devait évaluer où est-ce qu'on en est. Parce qu'on est en 2023. Donc c'était jusqu'en 2024. 2024. Oui. Donc je pense qu'il aurait été plus indiqué de faire on est à 1 an de l'échéance. De faire l'évaluation. Sur ces 100 000 logements, combien on a déjà fait?
Je ne pense pas qu'on ait fait 10 000 logements. Je ne le pense pas. Donc là, on est loin du compte. Parce que la SNHLM et la SICAP, qui avaient vocation à faire de l'habitat social, et qui ont décidé, c'est à travers la presse et tout, de reprendre leur mission habituelle, leur mission normale, c'est-à-dire faire de l'habitat social, avaient posé des préalables. Et dans ces préalables, il y avait la mise à disposition du foncier, déjà. Est-ce que ça a été fait? Il était prévu dans les textes que non seulement les promoteurs privés, que ce soit SICAP, HLM ou d'autres promoteurs privés, que l'État mettrait les terres gratuitement à leur disposition. Et mieux, il était prévu que c'est l'État qui prendrait en charge les VRD, c'est-à-dire la mise en valeur de ces terrains-là. Les textes sont là. Et on a même créé une société Safru qui était chargée de ça. Ça, on l'a créé en 2020. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu un régime fiscal de faveur qui avait été accordé. Il y avait notamment les droits d'enregistrement à 1%. Et d'autres mesures, même les mesures douanières. Donc la volonté, elle est là alors? La volonté est là. Mais la réalisation, quelle est la réalisation qui a été faite? C'est ça qu'il faut poser comme point. Sur 100 000 logements sur 5 ans, je ne pense pas qu'on ait fait 10 000 logements réellement, de logements sociaux. Et ça, j'interpelle l'État et les responsables du ministère qu'ils éclairent la lanterne des Sénégalais. Qu'ils nous disent combien de logements sociaux ont été réalisés. Je ne parle même pas de logements sociaux, mais même des terrains viabilisés, mis à disposition. Surtout le foncier qui est devenu un véritable enjeu au Sénégal. Absolument. Il y a des spéculations extraordinaires là-dessus. Mais le locataire que je suis, qui paye 100 000 francs, qui paye 200 000 francs, qui aspire à avoir un logement, si on lui avait déjà donné un terrain viabilisé, il pourrait se faire accompagner par une banque, comme la banque de l'habitat, qui a cette vocation-là, ou d'autres banques. Peut-être qu'il pourrait avoir un apport de 2 millions. D'abord, on lui donne un terrain gratuitement. Il va se débrouiller pour avoir un apport de 2 millions ou 3 millions même, pour construire 2 pièces salon, etc., ou 3 pièces salon, à sa guise, avec les moyens de déplacement, de transport actuels. Vous êtes à Diamniadio, vous venez travailler à Dakar. Donc, c'est ce qu'on attendait, et malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas eu cela. Finalement, est-ce que le gouvernement détient véritablement la solution du loyer? La volonté, comme vous avez dit, la volonté est là. Mais elle ne suffit pas. Elle ne fait que s'exprimer. Mais elle ne se réalise pas, elle n'est pas mise en application. Ça aurait été à travers la SNHLM, la SICAP, les promoteurs privés et même la mise à disposition, les coopératives d'habitat. Pourquoi on les oblige à acheter des terrains à coût de milliards, alors que ces milliards auraient permis déjà de construire? Pourquoi? Est-ce que vous avez vu le décret qui indique les attributions du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat? C'est lui qui est responsable de tout ça. Il faut qu'il rende compte, il faut qu'il explique aux populations où est-ce qu'on en est avec la politique de l'État du Sénégal. Je pense que c'est important. Nous rappelons que nous suivons, vous suivez Opinion qui reçoit ce dimanche Maître Massorna Kane, avocat à la Cour et président de SOS Consommateurs, la vie chère. Maître Massorna Kane, le gouvernement avait annoncé une batterie de mesures à l'issue des concertations organisées avec les différents acteurs. Mais là, nos reporters sont partis sur le terrain il y a cela quelques jours. Mais là, rien n'a bougé en quelque sorte. Vous l'avez dit vous-même, je pense que c'est une grosse déception. Parce qu'il y a eu des réunions spectaculaires organisées par le chef de l'État d'abord, au mois de septembre 2022, qui avait fait instituer des commissions, une vingtaine de commissions thématiques sur chaque denrée, le riz, l'huile, etc.
Ces commissions ont rassemblé soi-disant tous les acteurs, sauf pour la santé. Parce que la santé, on avait dit, bon, dans un mois, on donne un délai de 1 mois, on n'en a plus reparlé. Les frais de scolarité, les ceci, cela, etc. Donc, ces commissions se sont réunies toujours dans la précipitation. Certes, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont participé, mais qui par la suite, lorsque les mesures ont été prises, ont crié au scandale en disant « Mais nous, tout ce qu'on a dit, on n'en a pas tenu compte. Ce qu'on nous a appelé, c'est autre chose. » Alors, qu'est-ce qui a été sorti autre chose? 11 mesures. 11 mesures d'application immédiate et 55 mesures d'accompagnement et 111 mesures de je ne sais pas quoi. Voilà ce qui avait été décidé. Et vous avez vu le chef de l'État lui-même, lors d'une prétendue commission nationale de consommation, qui n'en était pas une, on aurait pu appeler ça simplement conseil présidentiel, spécial, si on veut, mais pas... Au début, bon, ils ont dit commission nationale de consommation. Présidée par le président de la République, il ne peut pas présider une commission comme ça. Et c'est lui-même qui a annoncé les mesures kilo yàpp lii lay jar léegi, hein? Kilo ceeb lii lay jar léegi. C'est pas son rôle? C'est pas son rôle, le chef de l'État quand même. Même le ministre lui-même ne pouvait pas être devant la presse et énumérer ces choses-là. Il y a le directeur du commerce intérieur qui est là. Il y a d'autres personnalités du ministère. Quand il s'agit de... On aurait pu dire simplement que le chef de l'État a pris telle mesure et c'est lu par le directeur du commerce intérieur. Mais c'est le chef de l'État lui-même. Moi, j'étais choqué quand j'ai vu ça. Le président de la République, hein, bon, je ne sais pas, c'est pas dégradant, mais quand même, kilifa, da nga koy jox cëru kilifa. Oui, mais bon, il a annoncé... Après, on a entendu dire, oui, Macky Sall wàññi na. Voilà. Peut-être c'était là le but recherché. Mais, oui, justement, ce sont enfin, des solutions politiques comme ça qu'on veut appliquer à des problèmes techniques. Ça ne marche pas. Le loyer, c'est la même chose. Des questions techniques, on veut les régler par des mesures politiques. Ça ne marche pas. Comment peut-on organiser des concertations sur les loyers sans faire appel à ceux qui sont confrontés tous les jours, qui s'acharnent tous les jours à régler des problèmes de conflit entre locataires et bailleurs, comme les magistrats et les avocats qui les pratiquent tous les jours. Demain lundi, après-demain lundi, vous allez au tribunal, que ce soit au référé du TGI, que ce soit au référé du tribunal d'instance, qui croupit sous des dossiers de conflit entre locataires et bailleurs, vous ne les associez pas à ces concertations. Alors qu'ils sont chargés d'arbitrer les différends. Tous les jours. Oui. Parce que vous savez, le médiateur, le président Demba Kandji l'a dit l'autre jour, et je le salue au passage, il a dit que le meilleur régulateur, c'est le juge, c'est la justice. Moi, j'aurais compris qu'on dise, bon, aller au tribunal, ça coûte cher un peu, on va rendre la procédure gratuite. Gratuité de la procédure. Ça aurait réglé un problème. Augmenter les juges des loyers, augmenter les greffiers, etc. Ça, oui. Bon, on a préféré parce qu'il y a... Nous avons toujours dit qu'il y a une régulation administrative et il y a une régulation judiciaire. Bon, maintenant, on a créé un organe, c'est bien, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, l'existant, si on avait appliqué les textes qui existent déjà, 80% des problèmes de loyer seraient réglés au Sénégal. Oui. Tout est là pour réguler la location, le loyer. Juridique, le rôle des structures qui devaient le faire et qui ne le font pas. Tu prends par exemple les bureaux de contrôle des loyers qui sont censés être dans les services régionaux, départementaux, des impôts et domaines, etc. Tu ne les vois pas. Alors que quand il y a un problème entre locataires et bailleurs, ce sont ces agents qu'on doit saisir, qui sont formés, qui peuvent venir évaluer même le logement, arbitrer entre le locataire en lui disant, le bailleur et le locataire, en disant déjà au bailleur, vous n'avez pas fourni de décompte à la location. Mieux, le loyer que nous, on vient, on fait l'évaluation,
Si on trouve que vous demandez 200 000 alors que vous deviez demander 150 000, vous êtes déjà passible de 2 infractions. Non remise de décompte à l'entrée du locataire. Deuxièmement, hausse illicite de loyer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dressent un procès verbal. Ce procès verbal, ils le transmettent au procureur. Et il y a des poursuites. Si la personne ne vient pas négocier, il y a des poursuites. Et ces poursuites, c'est des condamnations pénales, c'est des condamnations à rembourser le trop perçu au locataire. Donc il y a tout cet arsenal qui existe, qu'on n'a pas mis en activité. Et maintenant, on a pris d'autres mesures. On verra ce que ça va donner. Parce que c'est dans la pratique qu'on pourra juger de l'efficacité de la mesure qui a été prise. Mais il faut mettre en œuvre. Il ne faut pas trop palabrer. Prendre des textes et ensuite se mettre à palabrer pendant 1 an, 2 ans. Les gens continuent à souffrir et les problèmes augmentent. Oui. Les bailleurs et les agents immobiliers qui s'estiment lésés par cette mesure sur la baisse du loyer, est-ce qu'ils sont suffisamment défendus eux aussi? Je pense qu'ils vont se défendre. Il faut qu'ils organisent leur défense, eux aussi, parce qu'il y va de leur intérêt. La loi protège normalement les intérêts de tout le monde. Donc c'est normal qu'il y ait une régulation. On va voir ce que cette nouvelle forme de régulation va donner. En tout cas, nous souhaitons que ça marche. Parce que si ça marche, c'est au bénéfice des populations, des locataires, mais ce n'est pas au préjudice des bailleurs. Parce que les bailleurs, ce qu'on leur demande, c'est le juste loyer. Pierre-Édouard, quand vous avez un bien immobilier, vous avez peut-être emprunté à la banque pour construire ou pour agrandir votre maison, parce que vous êtes au bord de la retraite. Vous allez aller en retraite, vous aviez 2 chambres. Vous avez prévu de construire 3 autres chambres ou 4 que vous allez louer pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Ou bien que vous louez pour payer les études de vos enfants. Quelqu'un vient, vous lui présentez un décompte en disant cet appartement c'est 200 000. Voilà le décompte qui explique comment c'est arrivé à 200 000. Donc ça c'est le loyer maximum licite que vous pouvez demander. Évidemment, si le décompte dit 200 000, rien ne vous empêche, rien ne vous interdit de louer à 150 000 ou à 175 000. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas dépasser 200 000. Vous réclamez les 200 000. Ça vous permet de payer les études de vos enfants ou d'acheter des denrées alimentaires pour votre famille. On vient vous dire, ah non, on va défalquer forfaitairement 20%. Sur quelle base? Aucune base, la base n'est pas légale objective légale. Aucune base légale. Maintenant, on vous dit, il y a un décret qui a été pris. Ce décret, il est attaquable comme toute autre décision. Peut-être que les bailleurs vont dire, il n'y a pas de fondement légal. Parce que la loi prévoit par ailleurs comment il faut déterminer le loyer. Une fois que vous l'avez fait, le résultat peut être contesté. C'est-à-dire, si on dit que c'est 200 000, avec le décompte, le locataire, s'il estime que c'est excessif, il peut saisir le juge des loyers. Il peut saisir d'abord les services administratifs, ou en tout cas saisir le juge s'il veut. Dans ce cas, il y a un arbitrage qui doit sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Mais on ne peut pas prendre par la force dans la poche du bailleur pour donner au locataire de façon illégale. Si le bailleur demande plus que ce qu'il doit demander, ça doit être sanctionné. Mais on ne peut pas vouloir protéger le pouvoir d'achat du locataire, qui peut-être, son pouvoir d'achat lui permet d'aller chercher un appartement à 100 000 francs, mais lui, il veut un appartement à 200 000. Parce que c'est ça qui lui convient. Mais son pouvoir d'achat ne lui permet pas. Parce que peut-être sur son salaire, il ne peut pas payer 200 000 francs. S'il a un salaire de 300 000, s'il veut payer un appartement à 200 000, il ne peut pas vivre avec les 100 000 qui restent. Donc, son pouvoir d'achat ne lui permet pas d'occuper un local dont le loyer licite est de 200 000. S'il le fait, il va se créer des problèmes. C'est tous les impayés de location qu'on voit. Tous les jours, vous allez au tribunal, vous voyez des locataires qui doivent 4 mois, 6 mois ou plus. Parce qu'en fonction de la patience du bailleur, il accumule les arriérés qu'il ne paiera jamais. C'est ce qu'on appelle les voltigeurs. Hein? Ils ont leur caution qu'ils mettent là,
Ils entrent quelque part, ils commencent à payer 2 mois, 3 mois, ils ne payent plus. Ils ne payent plus. C'est ça. Ils accumulent 6 mois, le temps qu'on les expulse, le temps qu'on délivre même au bailleur l'ordonnance d'expulsion, il se passe 2 mois, 3 mois. Qu'il le donne à un huissier, ça va faire 4 mois. Ensuite, le gars, il fait un référé sur difficulté pour demander des délais, ça lui fait 5 mois ou 6 mois. Pendant ce temps, le bailleur... Et tout cela, c'est au préjudice du bailleur. Mais bien sûr. Oui. Il n'encaisse pas. S'il a des mensualités à payer à la banque, il est cuit. S'il a des problèmes de scolarité pour ses enfants, il est cuit. Donc, être juste, c'est tenir compte des droits de chacun. Et j'espère que les régulateurs et l'État vont tenir compte des intérêts de chacun. C'est la même chose pour l'agent immobilier. Il fait un service, c'est une prestation de service qui doit être rémunérée. Maintenant, à sa juste rémunération. Ça aussi, c'est des négociations, des discussions, mais c'est des gens qui sont extrêmement utiles. Parce que tout le monde ne peut pas gérer son bien immobilier. Donc, c'est un métier qui est utile et qui doit être rémunéré. On le reproche d'avoir contribué à rendre cher le loyer au Sénégal, les agents immobiliers, et même par extension les courtiers. Pas forcément, parce que moi, j'ai des clients qui sont des sociétés immobilières, mais parfois, ils disent au bailleur, ça ne vaut pas plus de 200 000. Le bailleur, il dit, ah non, c'est moi qui ai construit, j'ai acheté des carreaux de luxe, j'ai fait ceci, cela. J'estime que mon nachi a 300 000. L'agent immobilier, s'il lui dit, ah non, normalement, raisonnablement, c'est 200 000, mais le propriétaire, il va aller voir un autre agent immobilier. Mais si jamais l'agent immobilier prend le bien, essaie de le placer à 300 000, il n'y parvient pas, il fait le décompte pour le compte du locataire, il fait le décompte de la surface corrigée, il se rend compte que c'est pas bon, il le dit au bailleur. Maintenant, si le bailleur veut continuer à faire la forte tête, c'est lui qui va être exposé à des sanctions. Voilà. La vie chère, nous en reparlons, on l'avait abordé tout à l'heure. De plus en plus, ou bien dernièrement, on a vu les services du ministère du Commerce faire des descentes inopinées sur le marché pour constater donc si les prix décidés ont été appliqués ou pas. Pensez-vous que la solution passerait par là, ou bien il faut faire plus, il faut aller au-delà? Ça, c'est des opérations coup de poing. C'est des opérations ponctuelles, c'est du spectacle. Parce que ça n'a pas grand effet dans la réalité de l'application des prix. Il faut recruter des agents. Oui. Ce ministère... On l'avait annoncé, il faut 1000 contrôleurs là. Oui, 1000 volontaires. Volontaires, oui. Voilà, on attend de voir. Vous savez, ce ministère, on a augmenté son budget, qui est passé de 22 milliards à 122 milliards. Donc c'est un bon pas en avant. Mais il faut restructurer ce ministère. Quand on sait qu'il y a 10 directions au ministère du Commerce en Côte d'Ivoire et seulement 3 directions au Sénégal, il y a du boulot. Il faut beaucoup plus d'agents. Il faut restructurer. Il faut responsabiliser si on veut vraiment être efficace dans la gestion du commerce intérieur comme du commerce extérieur et dans la défense des populations. Nous, association de défense de consommateurs, nous courons derrière les agréments que le ministère doit nous donner depuis plus d'1 an. Depuis que la loi de 1921, du mois d'avril 2021 a prévu ces agréments-là, il suffit simplement que le ministère nous donne ces agréments pour que nous ayons le pouvoir légal d'attaquer tous ceux qui contreviennent aux droits des consommateurs. Devant la justice, nous ne pouvons pas le faire. Alors que nous avons couru derrière cette loi pour pouvoir mener l'action collective. Depuis plus de 20 ans, nous courons derrière ça. La loi sur le droit des consommateurs et les prix est arrivée en 2021. Nous avons applaudi en disant enfin nous avons cette loi. Mais le ministère ne nous donne pas ces agréments depuis 2 ans maintenant. Il vous a expliqué la raison? Maintenant, on nous parle de statut type qui n'existait même pas. Nous avons des statuts avec lesquels nous fonctionnons légalement depuis plus de 20 ans. Ce qu'il fallait, c'est voir la compatibilité entre nos statuts et les statuts types qu'ils n'avaient même pas encore fait. Voir si c'est compatible, c'est toujours dans la mission.
et nous donner ces agréments. Ces agréments, c'est 2 articles dans un arrêté. Le ministère ne le fait pas. Et nous n'avons plus vraiment espoir avec ce ministre quand même, il faut le dire, parce que depuis qu'il est là, je pense que c'est plus sa casquette de porte-parole du gouvernement, parce qu'il est tout le temps en train de se chamailler dans les médias, que de s'occuper de ceux qui comptent pour les populations. Franchement, nous sommes très déçus. Nous sommes très déçus et nous le manifestons. Bon, on a enlevé là-bas des personnes qui étaient très efficaces comme Omar Diallo. Bon, j'espère que M. Ndao sera aussi à la hauteur des espoirs. En tout cas, nous prions pour qu'il réussisse. Mais il faut beaucoup plus de monde pour être efficace dans ce ministère. Et je pense que pour le moment, le ministre qui a un bon profil et sur lequel nous fondions beaucoup d'espoir est en train de nous décevoir. Il n'a même pas encore rencontré les associations de consommateurs, tellement il a la tête dans la politique. Donc c'est décevant et nous le déplorons. Voilà. La fourniture de l'eau et de l'électricité au Sénégal, qu'en pense votre association SOS Consommateurs? Alors c'est un drame, c'est malheureux, mais c'est tellement vital l'eau et l'électricité. Pour l'électricité, je commencerai par là, malgré les milliers de milliards qui a été englouti d'abord avec le plan Sokhali, ensuite il y a eu le plan Takal, ensuite maintenant il y a eu le plan Yessal, où on nous disait, en 2015, on nous disait que l'électricité au Sénégal est l'un des plus chers au monde. Au monde, ce sont leurs propres documents. Et ils nous promettaient qu'avec le plan Yessal, en 2020, nous allons payer le courant entre 60 et 80 francs le kilowatt. Ce qui n'a pas été le cas, loin d'être le cas. Donc, nous avons demandé à ce qu'on évalue ces plans-là, qu'on les audite. Mais mieux, il était prévu d'éclater la Sénélec, qui est un monstre qui est ingérable, qui a des charges extraordinairement lourdes qui sont répercutées sur le tarif de l'électricité. La Sénélec devait être éclatée depuis plus de 10 ans. Nous avons des documents qui montrent que ce programme devait commencer en 2010. Ça n'a jamais commencé. Et il y a 2 ans, le conseil d'administration a approuvé l'éclatement de la Sénélec, comme on a fait avec l'eau, en société de patrimoine, de production et de transport et en société de distribution. Ça n'a pas été fait. Pour l'eau, c'est pareil et c'est plus catastrophique depuis qu'il y a Suez. Depuis qu'on a mis Sen'Eau, où on nous promettait plus d'abondance, surtout avec KMS3, plus de qualité et moins cher, nous avons vu que c'est tout le contraire de ce qui avait été promis. On regrette vraiment SDE, on se battait contre la SDE tous les jours, mais on regrette SDE, mais quand même c'est le même personnel qui est là. À part la direction qui a changé de Suez, c'est le même personnel, c'est les mêmes équipements. Pourquoi il n'y a pas ça? Et c'est plus catastrophique quand c'est dans le monde rural. Voilà les gens qui souffrent le plus en ce qui concerne l'eau et l'électricité. Qui paient l'eau plus cher que les gens des villes. On leur promet de l'électrification avec des programmes. Il y a de l'argent. Il y a même le MCA 2 qui est arrivé avec près de 600 milliards de francs CFA. Mais tout ça, on se demande où passe l'argent. Il y a tellement de théories. Il y a tellement de dépenses qui sont effectuées et les populations ne le ressentent pas. Mais en tout cas, le monde rural, c'est un drame, surtout pour l'eau. Récemment, on nous a montré des images d'incendies où il n'y avait pas d'eau. De villages où il y a des bêtes qui étaient complètement calcinées. Il n'y avait pas d'eau. Des fois, les populations ont soif, les bêtes ont soif, les cultures, il n'y a plus d'eau. Donc, avec les fermiers qu'on a mis sur place, c'est la catastrophe. Parce que l'eau est de plus mauvaise qualité et coûte plus cher encore. On se permet même de relever ça tous les 2 mois ou d'estimer et de les facturer. Mais vraiment, ils ne sont pas défendus. Bon, nous avons des structures qui sont dans les régions, dans le rural, qui nous remontent les informations et nous saisissons les autorités. Bon, bravo aux autorités locales quand même, qui coopèrent avec les populations, mais qui ne peuvent pas dénoncer, nous, tout ce que nous dénonçons. Heureusement, donc,
en tout cas SOS Consommateurs est dans les régions, et je salue au passage nos responsables qui sont dans les départements, Kaffrine, Koungheul, etc., Malem Hodar, Thiès, et partout un peu au Sénégal, qui se battent, qui sont associés, heureusement, de plus en plus par les autorités locales, parce qu'ils savent que ce qu'ils dénoncent, c'est les problèmes réels des populations. Eux-mêmes font le remonter au niveau des structures centralisées, mais les populations continuent de souffrir et il faut mettre un terme à ça. Et où est-ce que vous en êtes dans votre combat contre les compteurs mal paramétrés, disiez-vous à l'époque, contre donc de Sen'Eau? Alors, les compteurs, d'abord, dans le monde rural, le service de métrologie a déjà dit que tous ces compteurs qui sont dans le monde rural ne sont pas bons. Ça, déjà, ils l'ont dit. Donc, il faut changer ça. Oui. Maintenant, au niveau de Sen'Eau, tout ce qu'il y avait, les 19 000 ou 17 000 à 19 000 compteurs e-tron qui avaient été déclarés qui n'étaient pas bons, non conformes. Sen'Eau a fait un recours et on est allé à l'international. On est allé en Allemagne, nous on était représentés ainsi qu'une autre association de consommateurs. On est allé en Allemagne pour la contre-expertise. Non seulement on n'a pas amené les mêmes échantillons, on en a amené une petite quantité. Donc, l'expertise qui avait conclu que les concours Diel étaient bons, mais que les concours e-tron n'étaient pas bons, qu'il fallait s'en débarrasser, comme ça coûtait plus d'1 milliard, Sen'Eau a fait un recours et on est allé sur un banc international en Allemagne pour voir ça. Mais ce qui est grave, c'est que quand on est allé là-bas... Et pourquoi en Allemagne? C'était un choix. Nous, en tout cas, nous avons demandé à être associés, comme on était associés à l'expertise, on a demandé à être associés à la contre-expertise. Et on l'a accepté. Donc, un de nos représentants, deux représentants des associations de consommateurs étaient partis. Quand ils sont partis pour l'expertise, ils n'ont pas amené les mêmes échantillons ni les mêmes quantités. Donc, c'était déjà faussé au départ. Et à l'expertise, juste après l'expertise, ce qui s'est passé, et qui a... Le représentant de l'État est parti avec les responsables de Suez au siège de Suez. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En tout cas, au finish, on nous a dit, oui, la contre-expertise a démontré que les compteurs étaient bons. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et nous continuons à contester la non-conformité, la conformité de ces compteurs e-tron qui continuent à être installés. Donc, chaque fois qu'une personne verra qu'on lui a mis un compteur e-tron et qu'on a changé sa consommation, alors qu'il a les mêmes appareils, il faut faire une réclamation. C'est ce que nous demandons aux populations. Voilà. La consommation, c'est aussi la santé. Alors, la santé sur la sellette l'année dernière avec ces drames à répétition notés dans les établissements de santé, comment elle se porte au Sénégal? Nous pensons que c'est de plus en plus mal, surtout depuis la fermeture de l'hôpital de Dantec. Ça, c'était la catastrophe. Nous disons que c'est une catastrophe sanitaire. Et tôt ou tard, il y aura une enquête sur ça. Faire fermeture pour raison de travaux. Oui, mais l'hôpital sera réhabilité. Écoutez, ça, c'est ce qu'on dit théoriquement, ce sont les déclarations. Mais ce qui se passe en réalité, dans le terrain, c'est que sur l'aile gauche, au fond, vers la falaise, on est en train de construire jour et nuit, sauf le dimanche. Mais à droite et au centre, là où on doit construire l'hôpital, on a mis des zincs de clôture pour le cacher. Il y a eu un grand cratère, mais il n'y a pas de travaux. Ça, je pense que quand les journalistes voudront y aller, on va leur interdire l'accès, comme on l'a interdit aux parlementaires qui voulaient aller visiter. On les a interceptés à la porte en leur disant « Vous n'entrez pas parce que vous n'avez pas de casque, vous n'avez pas de... » Et de qui se moque-t-on? Ils cachent quelque chose? Alors, nous, ce qu'on a pu voir, à Le Dantec, il y a deux sociétés. Il y a une société qui s'appelle GESA, Engineeria Tecnologia, qui est un consultant qui est à Madrid, en Espagne, qui est allé à Singapour voir une société qui s'appelle Quantum Solutions, qui eux construisent. Et c'est cette société-là qu'on a amenée. On a dit c'est un groupe.
Mais le marché, paraît-il, on l'a donné, on l'a octroyé à cette société espagnole, qui est une société qui est un consultant, une société de consultance, qui n'est pas un constructeur, qui est allé chercher un constructeur à Singapour pour l'amener, qui, elle, construit. Mais ce qu'on est en train de construire, je voudrais, si on ose, qu'on permette aux journalistes et aux députés qui représentent le peuple quand même, d'entrer là-bas. Dans un souci de transparence, oui. Oui, mais ça n'a pas été fait. Et malheureusement, on a sorti tous les malades dans l'urgence, dans la brutalité. On a enlevé le matériel actuellement. Il y a le truc de radiothérapie qui est là-bas, qui coûte des milliards, qui va se détériorer. Parce qu'on ne peut pas le déplacer comme ça. Alors, donc, il y a tout ça. Allez voir les dialysés qui sont à l'aéroport. Oui, au hangar. Des fois, au hangar, il n'y a même pas d'eau. L'eau suffisante, il n'y en a pas. Et donc, tout ce qui meurt, on dit que c'est Dieu qui les a tués. Donc, Dieu, c'est le coupable idéal. Ce qui s'est passé aussi dans la santé, on a vu qu'il y a une ambulance qui avait été donnée par le PUMAN à un village. Ce village fait 70 km dans le Rang pour évacuer des malades avec des charrettes ou n'importe quoi. On leur octroie une ambulance. Le PUMAN leur octroie une ambulance. Je ne veux pas citer de nom, mais j'ai tous les documents ici. Il s'agit de quel village? Il y avait 4 villages. Le village s'appelle Daru Minam, dans le Malem Odar, dans la région de Kaffrine, qui était bénéficiaire d'une ambulance comme 3 autres villages. Donc il y avait 4 ambulances. On leur écrit en leur disant, allez prendre vos ambulances, prendre possession des ambulances à la préfecture ou à la gouvernance. Ils ont fait une délégation, ils sont allés. Et il n'y avait pas d'ambulance pour eux. Les 3 autres villages ont reçu leur ambulance. Le 4e, on leur a dit, non, c'est le ministère de la Santé qui a pris ça. De qui se moque-t-on? Nous, on a pris contact, pas avec la presse, mais avec le ministère de la Santé. Mais on n'a pas voulu quand même interpeller le ministre. On a parlé à son directeur de cabinet. On a parlé au directeur des établissements de santé, qui lui-même a parlé au directeur du matériel. Mais jusqu'à présent... Quelles ont été leurs réponses rapidement? Jusqu'à présent, on attend cette ambulance et j'interpelle encore ces autorités parce que ce village a besoin de cette ambulance. Ils avaient dit non, c'est le chef religieux du village qui est venu chercher. C'était faux. Parce que le chef du village, son Bokenek, m'a appelé pas plus tard qu'hier pour s'enquérir du sort de cette ambulance. Il faut qu'on donne cette ambulance à ce village. On nous avait promis quand même que sur les futures dotations, il y aurait une ambulance. Mais on ne nous a pas dit où est passée cette ambulance. Ça ne s'est pas évaporé. Donc, il faut qu'on rende cette ambulance à ces gens qui souffrent, qui font 70 km de Rang pour évacuer leurs malades à Touba ou dans le reste de Kaffrine. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement. Voilà. Encore Merci une beaucoup. fois, vraiment dire un grand courage aux populations qui souffrent, surtout dans le milieu rural, qui souffrent en silence. Et ça commence à parler, parce que les autorités décentralisées sont soumises au devoir de réserve, donc ils ne peuvent pas communiquer sur certaines choses. Ils le disent à leur hiérarchie, mais ça s'arrête là. Merci beaucoup. Nous les encourageons en tout cas à associer davantage ces populations, ces associations de défense des consommateurs qui, eux, peuvent porter la parole là où eux ne peuvent pas le faire. Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs, avocat à la Cour, ça a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau de l'émission Opinion. Merci infiniment. Merci Pierre-Edouard, ça a été un plaisir et je pense que ce qu'on a dit pourra être utile. En tout cas, nous lançons un cri de détresse aux autorités, qu'on s'intéresse vraiment sincèrement aux problèmes des populations, parce qu'à ce moment-là, les solutions, on les trouvera. Voilà, mais en tout cas, qu'on fasse des évaluations.